C'est parti pour les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bonsoir. Bonsoir. On va aller faire du vélo ce week-end alors, non? Vous, oui. Pas maintenant, non. D'accord. Voilà. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans les vraies voix sur Sud Radio. On parle vrai comme tous les soirs. Vous avez la parole. Sud Radio, c'est votre radio. Vous nous appelez pour parler vrai, évidemment, au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas aussi à voter à nos questions du jour sur Twitter ou nous rejoindre d'ailleurs sur Facebook, Instagram, TikTok, notre chaîne YouTube qui a dépassé les 900 000 abonnés. C'est un grand succès. Merci à tous. Alors, au sommaire pour vous, on a un grand débat à 17h30. La crise des vocations à l'école pour la rentrée 2024 est alarmante, comme le souligne le président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Cette situation met en lumière un problème majeur dans le système éducatif français, exacerbé par les difficultés de recrutement dans certaines académies telles que Versailles et Créteil, reconnues par la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet. La rémunération peu attractive des enseignants en France contribue à cette crise, alors que les élèves rencontrent de plus en plus de difficultés de concentration et d'apprentissage. Ce qui nous amène à la question qu'on vous pose sur X, donc Twitter. Est-il encore possible d'enseigner sereinement dans les écoles? Vous votez, n'hésitez surtout pas. Ensuite, cher Frédéric. Oui, vous avez tout dit. D'accord, eh bien si j'ai tout dit. Et à 18h30, le coup de projecteur. Alors, le coup de projecteur à 18h30, les élections européennes arrivent ce dimanche 9 juin. Selon un sondage IFOP, 46% des Français sondés ressentent de l'inquiétude envers l'Europe. Sur les 60 ans de construction européenne, 43% jugent qu'il y a des effets plutôt positifs, 38% des effets plutôt négatifs et 19% estiment qu'il n'y a pas vraiment eu d'effet, bien que le sentiment de fierté d'être européen soit toujours présent chez 59% des Français. Ce chiffre a légèrement diminué depuis 2021 où il était de 63%. Et résultat, on vous le demande aussi sur X. Est-ce que vous vous sentez concerné par les élections européennes? N'hésitez surtout pas à aller voter sur le compte X de Sud Radio et à nous appeler au 0826 300 300. Les éditorialistes ce soir, les trois vraies voix, nous les saluons. Bonsoir Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur des libres propos d'un inclassable à la Nouvelle Librairie. Bonsoir, chers animateurs. Oui, au pluriel. Voilà. Oui. D'où le chers animateurs. Voilà. Nous avons également Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis. Mais de qui parle-t-elle? Certainement pas de vous. Ouais, c'est vrai, j'en ai plein. Comment ça va les loulous? Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Très bien. Justement, on parlait d'amis. Abel Boilly, président de l'association FR Tous Uniques et Tous Unis et auteur de l'ouvrage Qu'est-ce qu'être français? Alors, qu'est-ce qu'être français? Bonsoir. Un site français d'interrogation. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, on va aussi, vous nous appelez, on vous l'a dit, 0826 300 300, on file au standard. Bonjour Simon. Oui, bonjour Judy, bonjour Frédéric, bonjour aux intervenants et aux auditeurs de Sud Radio. Bonjour, vous nous appelez du Nord à entendre votre accent, non? Vous êtes d'où? Du Nord, du Sud, du Nord de l'Espagne. Ouais, du Nord de l'Espagne. Alors non, si j'osais, du Nord de la Catalogne, quand même, non? Voilà, ouais. Oui, ça reste à la Catalogne. Oui, Perpignan. Voilà. Alors vous avez un petit coup de gueule, Simon, vous nous en donnez un petit aperçu, puis on va continuer juste après, on vous écoute. C'est pas un petit coup de gueule, c'est un grand coup de gueule. Je suis quand même surpris de l'attitude de notre président de la République qui se fait des discours de satisfaction personnelle de son bilan et je suis quand même sidéré de voir ce manque de clairvoyance. Alors je crois que vous allez faire des heureux. Je sais pas comme ça, mais je vois autour de la table, surtout qu'on vient de parler d'un livre précédemment avec Françoise, L'homme qui n'avait pas d'amis, je pense que c'était... Eh bien, je pense que je vais probablement atténuer le propos, en fait. Ah, d'accord. Bon, alors, on vous retrouve dans un instant. Mais avant, Judith. Mais avant, le répondeur. Et c'est Pierre de Bordeaux qui nous a laissé un message. On écoute. Bonsoir, Pierre, Bordeaux. Je voulais dire que je suis fier que les Jeux Olympiques soient organisés en France. C'est la preuve que nous avons la capacité de les organiser. Je n'entends que des critiques et des choses négatives, mais le principal, et j'espère c'est que ça se passe bien. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je suis étonné d'entendre qu'on utilise les bénévoles à travailler sans les payer. Mais bénévole, ça veut bien dire avoir des actions motivées et qui ne sont pas payées en retour. On n'est pas obligé de tout traiter par le biais d'un salaire, par le biais monétaire. Et il faut quand même rester dans les choses qui se donnent aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Au revoir.
Et oui, alors hier on a fait une consultation, il y avait 95% des auditeurs qui avaient répondu qu'ils n'étaient pas fiers des Jeux Olympiques. Quand j'ai entendu sur le répondeur... ça vous a fait plaisir. Oui, super. Une réaction autour de la table, c'est Philippe Bilger. Encore une fois, j'admets bien volontiers qu'on soit fier que la France puisse organiser les Jeux Olympiques. On verra si elle les organise correctement, mais pour le reste, on n'est pas obligé de tomber dans le délire personnel pour les Jeux Olympiques. Vous parlez de qui? Vous parlez de moi. En me regardant en plus. Non. Honnêtement, ça s'appelle une projection. Moi, je suis vraiment dans le délire. Et quand je vois comment la flamme a été accueillie à Marseille, quand je vois ce qui s'est passé hier soir, je ne sais pas si vous avez vu l'arrivée du Bélem, quand vous voyez l'enthousiasme, et tous les copains qui sont à Marseille, pas simplement ce qu'en disent les journalistes, disent ça déborde de tous les côtés, tout le monde est dans les rues. Franchement, je pense qu'ils sont enfin en train de s'incarner, ces Jeux Olympiques. Je suis persuadé que ça va être une fête, et je pense que allez, si Zidane est le dernier porteur de flamme... Ah oui, vous militez pour, Françoise. Comme tout le monde ici autour de cette table, Marie-Josée Pérec. Et quand on va voir la cérémonie d'ouverture sur la scène, on va être à genoux, et je pense qu'on va être... Et on sera enfin content. Judith, exactement. C'est-à-dire que voilà, on est les râleurs, les Gaulois réfractaires, et les 95%, vous allez voir, ils seront devant leur télé en disant « Ah, c'est beau, c'est beau, quand même, c'est beau. » Je suis sûr. Abel, ça marche comme ça Abel à chaque Boilly. fois. Abel, en plus, il a un truc personnel. Oui, mais je suis pas censé le dire encore à l'antenne. Allez-y, vous allez porter la flamme ou pas? Non, j'ai un membre de ma famille qui fera partie des porteurs de la flamme. Ça, c'est la classe, c'est la classe. Donc, ça sera annoncé en temps et en heure, mais non, je peux pas le dire encore. Non, parce que si on se réfère à votre nom, on se dit qu'il y a des footballeurs, par exemple. Pas forcément, tout de suite le cliché facile. Oui, pourquoi Boilly? Vous connaissez Boilly, le footballeur? Basile Boli, je connais. Boilly et Boilly, il y a quand même une différence entre le buteur marseillais et le joueur qui évolue en première ligue anglaise. Il n'est pas dans le domaine du foot, mais il est dans le domaine du running. Voilà. Je vous signale que j'ai eu peur quand j'ai vu BOY, je me suis dit, ils n'ont pas invité Boyard. Non. En tout cas, honnêtement, Basile Boli a été le premier relayeur ce matin. Il est descendu de Notre-Dame-de-la-Garde. C'était absolument génial. Héros de Marseille. Un but final, Milan AC à la 44e minute. Et quand je pense que je dis que c'est mon ami Abel Boilly et qui pense que je confonds Boilly et Boli. Il m'a mis plus bas que tel. Mais non, je peux terminer ma carrière là-dessus. Vous êtes susceptible. Termine ma carrière là-dessus. Allez, 0826 300 300, on retourne au standard. Remettez de l'ordre un peu, Voilà, pour retrouver notre cher Simon qui nous appelle de Perpignan. Simon, on vous écoute, votre coup de gueule sur le discours du président, sur ces 7 ans de présidence. Mais 7 ans de présidence, je sais pas, je crois qu'on n'a pas vécu les mêmes années, et au même endroit, parce que lui estime qu'il a tout bien fait, ou presque. Bon, il a émis pas des regrets, mais quelques réserves, comme il se doit. Mais bon, j'ai du mal à comprendre, je crois que on ne doit pas vivre dans le même pays. C'est pas possible, il a un déni de réalité, c'est impressionnant, et on voit pas les mêmes choses, on vit pas les mêmes choses. Bon, on n'est peut-être pas du même milieu social, c'est peut-être pour ça. Voilà ce que j'avais envie de dire. Est-ce que c'est un problème de milieu social? On n'a jamais entendu un président de la 5e République envoyer des fleurs. S'accabler lui-même. Objectivement, peut-être qu'Emmanuel Macron est trop content de lui, ça peut arriver, et il l'est certainement, mais en général, les présidents, parlant de leur bilan ou de leurs actions, ont tendance à les surestimer. Oui, bien sûr, c'est pas l'apanage. Oui, c'est pour ça que je mets des bémols, c'est absolument pas l'apanage d'Emmanuel Macron. Je vais vous ressortir, et on va faire des confettis et des colliers de fleurs, l'ensemble des interviews de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, de François Mitterrand, y compris du général. C'est vrai, mais à une différence près, c'est que Emmanuel Macron s'est auto-incarné comme le seul à faire entrer la France dans un nouveau monde. Donc il est tributaire de cela. Sûr, oui, mais on a vu parce qu'il a quand même... Françoise, je termine parce que là où je pense que Simon a raison, ce qui choque vraiment les Français, c'est que lui pousse au paroxysme ce narcissisme républicain de la 5e. Il le pousse vraiment au paroxysme. Il y a une part, Nicolas Sarkozy, quand il fait son bilan en disant j'ai un bon bilan, ou Lionel Jospin, ils savent très bien que le bilan... Emmanuel Macron, là où Simon a probablement raison, c'est qu'il est intimement persuadé, véritablement, c'est pas de la com, il pense vraiment que tout ce qu'il a fait, c'est juste. C'est ça, la différence entre lui et les autres. Mais il essaye de positiver, c'est bien pour un manager de dynamiser, non? Je pose la question à Abel Boilly. Un manager qui ne positive pas n'est pas un manager, mais la problématique d'Emmanuel Macron, et même si on n'est pas d'accord, je maintiens, c'est quand même le président le plus jeune de la 5e République, et notamment vis-à-vis de la jeunesse, il a incarné quelque chose de renouveau. Il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'effectivement
effectivement, la politique de papa à maman, c'était fini. Et il y a beaucoup de déceptions parce qu'on se rend compte que c'est un jeune vieux au final. Bien sûr, absolument. Il fait la politique à la papa, en pire même d'ailleurs. Tout à fait. Allez, chers auditeurs, vous restez avec Simon, nous. il est content d'être venu. Pour la suite de Judith, je lance juste un truc drôle. Pareil. Ça va être drôle. Frédéric, si jamais vous voulez défendre Emmanuel Macron, n'hésitez pas. 0826 300 300. Pardon, Judith. Et on reste avec Simon. Simon, vous restez avec nous tout au fil de cette émission. C'est marrant, ça sonne pas. Judith, le standard, c'est bizarre. C'est incroyable, ça va, il n'y a rien. Il se passe rien. Juste après, dans un instant, vous allez retrouver les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu et puis le réquisitoire de notre procureur du jour, Philippe Bilger. Allez, à tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Dans un instant, vous allez retrouver les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, mais tout de suite, c'est le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Maître Philippe Bilger, alors la nuance en politique, une force ou une faiblesse? Oui, alors c'est en lisant une nouvelle fois une ineptie de Louis Boyard sur le fait qu'il y avait un génocide à Gaza que je me suis demandé si, au-delà de la vie intellectuelle où la nuance est évidemment une force, et d'ailleurs il y a un grand livre qui a été écrit par un journaliste du Monde, Le courage de la nuance, et je pense qu'aujourd'hui en effet, sur le plan intellectuel, il faut du courage pour accepter d'aller vers la vérité avec de la nuance. Est-ce qu'en politique, la nuance est possible? J'ai l'impression que, même si on la souhaite, la manière très partisane, très structurée dont l'espace politique est construit interdit soit par fidélité à une pensée partisane d'aller vers la nuance, soit parce qu'on est incapable de comprendre qu'une forme de nuance qui permettrait de demeurer fidèle à un parti aurait beaucoup de succès en France. Je suis persuadé que si des politiques, des personnalités de gauche ou de droite comprenaient dans les débats ou même dans les monologues qu'à un moment donné il est permis peut-être de paraître douter de soi pour avancer ensuite quelques convictions, eh bien je crois que ça rapporterait. Je continue à penser que le simplisme en politique est dévastateur malgré le fait qu'il domine. Françoise Degois. Moi, c'est vrai, c'est faux ce que vous dites. Je pense que la nuance est possible dans les temps calmes. Quand les temps deviennent chaotiques, de fait, parce qu'il y a une accélération de l'histoire et du retour du tragique de l'histoire, la nuance devient de moins en moins audible. Mais je vais à l'encontre de ça quand je vous dis par exemple que Édouard Philippe gagne 30 points dans les sondages quand il dit simplement je ne sais pas tout. Absolument. Voilà. Et donc ça veut dire aussi que les Français sont tout à fait sensibles à ça. Et les Français sont aussi sensibles. Alors le débat est furieux, il est furibard. On voit bien ce qu'imprime la France insoumise. Moi par exemple, je n'accepte pas qu'on ne dise pas de moi que je suis une femme de gauche à 100% et je ne suis pas du tout d'accord et je rejette de tout mon être la stratégie choisie par Jean-Luc Mélenchon et c'est pas pour ça que je fais partie du printemps républicain et que j'ai la moindre acquaintance possible avec le Rassemblement national ou la droite. Et je pense que contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a une polarisation, mais je pense que tout ça est en train d'éclater et qu'on va revenir aussi à une forme de nuance. J'aime bien vous provoquer, je sais pas, ce soir ça me tente. Est-ce que finalement la nuance, c'était pas une démarche centriste à Belle-Boilly? C'est vrai, c'est pas bête. Oui, c'est une question qui est nuancée d'ailleurs. Oui, mais moi je répondrai de façon, pour éviter la provocation, de façon plus globale. Je pense que la nuance est indispensable aujourd'hui parce que moi je suis beaucoup auprès des jeunes sans avoir la prétention d'être un porte-parole. Aujourd'hui, on en a marre de voir des Iron Man et des Iron Woman qui connaissent tout, qui savent tout et qui ne savent pas reconnaître lorsqu'ils ont tort. Le doute est quelque chose de très important, philosophiquement, même anthropologiquement parlant. Donc, il faut de la nuance et surtout, ce manque de nuance fait quoi ? Comme tu l'as très bien dit, on est dans une société de l'hystérisation. C'est-à-dire que lorsque je vais dire une chose qui va peut-être aller dans le sens de l'extrême droite, je vais me faire taxer de bounty, de vendu. Et lorsque je vais dire une chose qui va aller peut-être du côté de l'extrême gauche, on va me traiter de sale wokiste, de personne qui veut renverser, alors que pas du tout. Sur 5 sujets, on peut être d'accord sur 2 sujets et avançons à travers le contradictoire sur les 3 autres sujets. Et aujourd'hui, les politiques ne savent plus le faire, malheureusement. Il faut s'entendre sur le fait que la nuance, ça n'est pas l'absence d'affirmation. Mais bien entendu. Je veux dire, la nuance, c'est une certaine manière d'exprimer. Prenons par exemple le Proche-Orient.
qui est aujourd'hui, on a bien compris ce qu'a choisi Jean-Luc Mélenchon, c'est une stratégie de bout de feu, il ne lâche pas dans chaque mot, dans chaque texte, dans chaque attitude, c'est vraiment Israël, génocide, assassin, vendu, tous les gens qui reconnaissent pas ça, en gros, sont des fachos d'extrême droite liés à Netanyahou, ok? Après, vous avez, de l'autre côté, Meir Habib, qui est complètement, qui fait un mal, de mon point de vue, en plus à la communauté juive française, parce qu'il est va. Ça, au milieu, c'est très difficile aujourd'hui d'arriver à tenir les deux bouts, c'est-à-dire la nuance, c'est la solution à deux États. La nuance, bien sûr, la stratégie française gaulo-mitterrandienne, deux États avec sécurité absolue israélienne. Mais quand même, on y arrive. Et moi, c'est ma conviction absolue, c'est que les Français sont moins bêtes que ce que croient certains politiques. Allez, cet échange est passionnant, mais on va passer aux 3 mots dans l'actu. Mathieu, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix. Marseille, Moscou et Mayotte. C'est parti, la flamme olympique est partie de Marseille. Basile Boli l'a brandi en premier sous la protection de la bonne mère au lendemain de son arrivée avec Jules en invité surprise sur le Belém. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial, mais nos forces nucléaires stratégiques sont toujours en alerte. Déclaration menaçante, encore une de Vladimir Poutine aux commémorations de la victoire de 45. Et puis le choléra fait un premier mort à Mayotte. Un enfant de 3 ans succombe à l'épidémie. Les vraies voix Sud Radio. C'est parti, les relayeurs s'enchaînent après la surprise Jules. Hier soir, c'est une légende du foot marseillais, Basile Boli, qui a brandi en premier la torche olympique. Tout à l'heure, la France a réussi la toute première épreuve de ces JO. Réagit Didier Arinaud, directeur du cabinet Pro Tourisme, après ces scènes de foule massée dans la cité phocéenne. Ça met à l'honneur Marseille, qui est une superbe ville, une superbe destination, qui est souvent d'ailleurs stigmatisée pour ses problèmes à Marseille-Nord. Mais la réalité, c'est que c'est véritablement une superbe destination. Ça ancre aussi le caractère méditerranéen en partie de notre pays. Donc je trouve que c'est une belle manifestation. Espérons que la suite se déroule de la même façon. Nous avons besoin d'une belle image de notre pays et dans la joie, dans le partage, dans l'esprit de l'olympisme en quelque sorte. Didier Arinaud du cabinet Pro Tourisme avec Stéphanie Demuru ce matin sur Sud Radio. Le deuxième mot, Moscou, la Russie célébrait aujourd'hui la victoire de 1945 de leur côté. Ouais, avec un défilé pour le coup d'un autre style que celui d'aujourd'hui à Marseille. Du côté de Moscou, sur la place rouge, on était plutôt sur du kaki, des chars, des camions pour célébrer cette victoire de 1945. En question de fuseau horaire, les Russes célèbrent la victoire soviétique contre le nazisme un jour après nous. En tout cas, le président russe Vladimir Poutine en a profité pour évoquer l'actualité avec des propos en forme de menace à peine voilée. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial, mais dans le même temps, nous ne permettrons pas que l'on nous menace. Nos forces nucléaires stratégiques sont toujours en alerte. La Russie traverse actuellement une période difficile et cruciale. Le destin de la patrie et son avenir dépendent de chacun de nous, ajoute Vladimir Poutine pour ce défilé du 9 mai. Autre conflit, ces bombardements israéliens sur Gaza et cette première diplomatique et militaire, les États-Unis qui menacent pour la première fois de stopper leur transfert d'armes si jamais leur allié israélien menait une offensive majeure sur la ville surpeuplée de Rafah près de la frontière égyptienne. Israël demande aux Palestiniens d'évacuer l'est de la ville de la bande de Gaza. 80 000 personnes ont fui la zone en 3 jours selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Troisième mot, Mayotte, où l'épidémie de choléra a fait un premier mort. Un enfant de 3 ans y a succombé dans la commune de Koungou, annonce la préfecture et l'agence régionale de santé. Plusieurs cas de choléra avaient été identifiés sur place ces dernières semaines. Premier cas mortel alors que le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, est attendu sur l'île française de l'océan Indien aujourd'hui. Le déplacement d'ailleurs était prévu depuis plusieurs jours. Les premiers cas de choléra à Mayotte avaient été recensés mi-mars chez des personnes revenant des Comores, les îles voisines des Comores où l'épidémie flambe déjà avec 98 décès selon le dernier bilan officiel pour ce qui est des Comores. On passe au rolling des européennes avec Reconquête qui talonne LR. Oui, la liste de Marion Maréchal en hausse d'un demi-point à 6,5%. François-Xavier Bellamy baisse d'autant et se trouve donc à 7,5%, juste un petit point devant. Avant eux, on trouve évidemment toujours la liste Bardella du RN à 31,5%, la liste Ayé de Renaissance à 17%, le PS à 13%, puis LFI à 8,5%. LFI à 8,5% quand les écologistes de Marie Toussaint sont désormais 2 points derrière
derrière la France Insoumise, 6,5% pour ce qui est des écologistes. Merci Félix. On est pile dans le timing, bravo Félix. Au top. La crise des vocations à l'école pour la rentrée 2024 est alarmante. La France rémunère mal ses professeurs et certaines académies comme Versailles ou Créteil peinent à recruter, sans oublier les élèves qui rencontrent des problèmes croissants de concentration et d'éducation. Alors parlons vrai, c'est le débat qui arrive dans un instant. Notre question du jour, recrutement, enseignants. Est-il possible d'enseigner sereinement dans les écoles? Donnez-nous votre avis sur le compte X de Sud Radio. Appelez-nous au 0826 300 300. Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat SNES FSU, sera avec nous. Bonsoir, juste en un mot Sophie Vénétité. Ça donne toujours envie quand même d'être professeur ou pas? Alors, enseigner, c'est un très beau métier. On aime beaucoup faire ce qu'on fait, mais c'est devenu très difficile et on se sent pas forcément très soutenu, y compris par les décisions gouvernementales. Vous nous en parlez dans un instant avec nos vraies voix. Allez, vous restez avec nous. Le grand débat du jour, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et c'est le grand débat du jour. Le président de la Fédération des conseils de parents d'élèves sonne l'alarme concernant la crise des vocations à l'école. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Aujourd'hui, vous avez un vrai problème de remplacement des professeurs absents. Vous avez un problème de vocation. L'école publique est en crise et les professeurs ont perdu la foi et ont perdu la vocation. Cette crise de l'école à laquelle il faut s'attaquer, rien n'a été fait. On est uniquement dans les déclarations d'intention. Aujourd'hui, lorsque vous êtes professeur, vous êtes quasiment éducateur social, psy, et vous devez assurer la police dans les classes, etc. Donc c'est compliqué pour un professeur de faire ce type de métier. Une crise des vocations donc à l'école pour la rentrée 2024, un problème majeur dans le système éducatif qui nécessite une réponse urgente au moment où la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, reconnaît que certaines académies sont en difficulté de recrutement comme à Versailles ou à Créteil. La France rémunère mal ses professeurs et les élèves ont de plus en plus de problèmes de concentration et d'éducation, Frédéric. Chers auditeurs de Sud Radio, vous répondez à la question du débat. Hashtag recrutement, hashtag enseignement. Est-il encore possible d'enseigner sereinement dans les écoles? Allez, parlons vrai. Seriez-vous prêt à suivre une formation pour intégrer l'éducation nationale? Quel type de professeur seriez-vous? Le contact avec les élèves vous impressionne-t-il? Il y a déjà des réponses? Ah oui, ça vote. Alors vous dites que non, c'est pas possible d'enseigner sereinement dans les écoles, chers auditeurs, à 88%. On a un petit oui donc à 12%. Et nous avons notre invité, n'est-ce pas Frédéric, pour en parler? Sophie Vénétité, qu'on salue de nouveau, secrétaire générale du syndicat SNEF FSU. De nouveau bonsoir Sophie, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Sud Radio. Alors le principe, un petit tour de table de nos vraies voix qui vont vous donner leur point de vue et vous allez bien sûr nous éclairer. Oui, alors justement Philippe Bilger, il y a aussi les annonces d'Emmanuel Macron qui veut faire une réforme de l'accès en fait au métier d'enseignant. Oui, alors en ce qui me concerne, je trouve que on ne sent plus assez de la part du monde enseignant la fierté de ce grand métier. Je pourrais le dire de la magistrature de la même manière. J'entends bien qu'il y a des crises et sur lesquelles médiatiquement et politiquement peut-être on insiste trop. On a parfois l'impression que le monde de l'éducation est parcouru en permanence et à tout instant et partout par des crises infiniment graves de violence, de délitement de l'autorité. Je crois tout de même qu'il existe encore des zones où l'éducation nationale peut être exercée de manière sereine et correcte. Mais la question qui pourrait être posée, c'est de savoir pourquoi, sachant que c'est un très grand métier d'enseigner, pourquoi, lorsque les enseignants en parlent, ils ont si peu dans leur verbe et dans leur enthousiasme la conscience, en effet, que c'est un grand métier. Ils vous diront qu'il y a des difficultés, mais ça n'est pas tout. On garde d'abord l'espérance de démontrer aux citoyens qu'on exerce quelque chose de fondamental, un magnifique service. Franchement, vous êtes un peu gonflé, Philippe Bilger. Honnêtement, vous retournez véritablement la charge. Vous faites partie des gens, et je vous adore, mais vous faites partie de ces gens qui passent depuis des années leur temps à taper sur les enseignants. Je me souviens, pendant le Covid, on s'est engueulé comme du poisson pourri, vous et moi, pendant le Covid, parce que vous expliquiez qu'en gros, les enseignants étaient un peu des feignasses. Ça arrive trop et souvent. Et qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui en profitaient pour tirer au flanc pendant le Covid, plutôt que de... Moi, je trouve qu'il y a une
une partie de la société française qui parle très mal des enseignants. Et je trouve que la fierté dont vous parlez, elle n'a absolument pas disparu. Mais quand vous êtes un professeur, que vous vivez Samuel Paty, quand vous vivez des salaires de merde, je le dis en espagnol ou en italien, que vous êtes payé au lance-pierre, que vous avez une administration, je sais que c'est votre idole, Gabriel Attal, avant c'était Blanquer. Non mais des gens vous qui lui passent faites leur... sa peau quand même. Mais c'est pas ça, Philippe. Pas l'idole des vieux. Mais des gens, excusez-moi Philippe, des gens qui passent leur vie en ordre, contre-ordre, désordre. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils en sont, si vous voulez, à réformer leur propre réforme. Quand vous avez cette invisibilisation de ce qu'est le professeur, je trouve, moi, que les enseignants, et c'est pas du tout, je fais pas un discours électoral, et ben ils ont bien du courage de continuer à parler et continuer à enseigner. Abel Boyer, justement, dans ces réformes, il y en a une notamment dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le concours d'accès au métier d'enseignant qui va être déplacé à la fin de la licence. Du coup, c'est Bac+5 en ce moment, et ça sera à Bac+3, c'est-à-dire qu'après, ce seront des alternants, en fait, des professeurs stagiaires qui seront rémunérés d'ailleurs 900 € par mois pendant un an et 1800 € l'année qui suit. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tout ça, ça participe à la désacralisation, en fait, de ce rôle, du métier même de professeur, qui est un des métiers les plus beaux du monde. Mais j'aimerais, pour compléter ma réponse, donner un fait concret, parce que j'interviens beaucoup dans les écoles. Vous savez, Frédéric, que j'aime beaucoup les citations. Première citation pour étayer mon propos, Victor Hugo: l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Aujourd'hui, les profs se retrouvent à faire et l'instruction et l'éducation. Et moi, j'en veux pour preuve, il y a quelques semaines, j'interviens dans une classe de CE1, donc une classe de 35 élèves, où quand même des mômes, il y avait une situation où des mômes avaient cassé le poignet de leur professeur quand même, en CE1. Ou parce qu'il y avait des mômes qui menaçaient de se suicider, la classe qui était au premier étage a été déplacée au rez-de-chaussée, a été changée avec la classe qui était au rez-de-chaussée. C'est aussi ça la réalité. Et l'autre expérience que j'ai eue, c'est lorsque quand vous êtes à l'entrée du portail d'un bâtiment et que vous faites la rentrée et la sortie des parents. Le nombre de comportements que vous voyez, pourtant c'est juste un lieu de passage, mais ce que vous voyez, c'est extraordinaire. Vous pouvez déjà voir des failles éducatives à la manière dont un père ou une mère récupère son enfant, à la manière dont il lui dit au revoir, dont il lui dit bonjour. Il y a beaucoup de choses. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un rapport qui est plus ou moins conflictuel, selon les territoires, bien entendu, avec les différentes académies. Et c'est un métier qui n'est pas assez soutenu, malheureusement. Bon, les vraies voix. Vous venez de donner votre point de vue, qui est pas forcément d'ailleurs en adéquation les uns avec les autres, on l'a bien compris. Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat SNES FSU, vous allez trancher. Alors vous vivez ce fabuleux métier. Finalement, de tout ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est la reconnaissance de la profession, c'est le salaire, c'est la relation avec les élèves, c'est la relation avec les parents? Je dirais que ce qui est le plus dur aujourd'hui quand on est enseignant, c'est l'isolement, c'est le fait d'être seul face à tous les défis auxquels on est confronté, et l'absence de reconnaissance, notamment de reconnaissance salariale. Enfin, aujourd'hui, il faut bien voir, quand on est enseignant, on se retrouve à devoir tout gérer, et on est très seul, c'est-à-dire que on est parfois pas soutenu par les rectorats, voire par le ministère. On se retrouve par les directeurs des écoles aussi, non? Parfois aussi par la hiérarchie directe, mais c'est vrai que là-dessus les choses ont un peu changé, parce que eux aussi se sont retrouvés dans des décisions, à devoir appliquer parfois des choses du jour au lendemain qui étaient assez incompréhensibles. Et en fait, moi j'ai coutume de dire qu'on est la plus grande enseigne de bricolage de ce pays, parce qu'on est toujours en train d'essayer de bricoler tous les jours pour essayer de faire tourner, de faire marcher l'éducation nationale au quotidien. Et on se retrouve face à des choses qui sont assez surréaliste quand on va devoir l'année prochaine, comme on sait qu'on va devoir manquer d'enseignants. Alors la ministre a dit on va recruter des contractuels, donc on va encore recruter. Ce que ça veut dire qu'on va encore recruter en job dating en 30 minutes. C'est ce que fait l'éducation nationale depuis 2-3 ans. Elle fait du job dating en 30 minutes. C'est absolument scandaleux. Il y a des collègues qui arrivent, sont quand même des collègues qui arrivent qui sont absolument pas formés, et nous on se retrouve à les aider bien volontiers, parce qu'on est dans la même galère. Mais est-ce que c'est notre rôle d'aller après faire la formation de ces collègues-là? On le fait parce qu'il faut que ça tourne, il faut que ces collègues-là puissent ne pas être trop en difficulté, même si de fait ils le sont, mais on bricole. Là, la ministre a dit on va recruter des retraités pour faire les groupes de niveau à l'année prochaine. Enfin, est-ce que c'est sérieux à un moment de faire ça? Il faudrait vraiment plutôt traiter la question des salaires et des conditions de travail. Alors effectivement, l'image est belle avec le bricolage. Avant d'aller Oui, vous pouvez nous appeler, standard, évidemment, 0826 300 300, vous réagissez, on est là pour vous entendre et pour vous écouter. Simon nous appelle.
Simon de Perpignan. Oui. Simon, une réaction à notre question. Ça vous aurait dit finalement une carrière dans l'enseignement ? Non, pas vraiment, parce que j'avais pas la vocation pour ça. Mais bon, après, j'ai tout à fait le respect des enseignants, d'autant plus des enseignants que j'ai connus, qui m'ont permis d'arriver où j'en suis. Après, le monde du bricolage, c'est pas uniquement l'éducation nationale, c'est tout ce qui est régalien, hein. Justice, police, les retraités, c'est pareil dans ce milieu-là. Je pense que c'est un mal qui se trouve un peu partout dans l'administration. Après, l'éducation nationale, bien sûr que il y a un problème de vocation, mais il y a surtout un problème d'autorité, puisque les professeurs n'ont plus l'autorité nécessaire, ils ne sont pas soutenus, ça je l'entends ça mal et c'est valable ailleurs. Et le gouvernement ne soutient absolument rien, fait simplement des évocations orales grandiloquentes qui vont dans le sens de ce qu'on aimerait qu'il soit fait, mais qui ne font rien. Donc voilà la difficulté. Et après, c'est un phénomène d'échelle. Les hiérarchies intermédiaires suivent exactement la même politique. Donc c'est difficile. Et après, on a aussi la diversité qu'il y a dans certaines régions, puisque on parlait effectivement de disparité géographique. Quand on a effectivement des gens qui viennent d'une culture différente, donc qui n'acceptent pas certaines choses, les parents et les élèves. Donc c'est difficile de pouvoir maintenir un programme, de pouvoir parler librement, de pouvoir exposer des faits historiques qui sont tout à fait véridiques, où on veut toujours les juger actuellement. Donc c'est une erreur. L'histoire, il faut pouvoir l'assumer, il faut pouvoir l'éduquer pour pouvoir comprendre le présent et peut-être l'avenir. Philippe Bilger, selon le rapport PISA de 2023, quand même c'est important à dire, la France arrive en tête des pays de l'OCDE où le nombre d'élèves touchés par le manque d'enseignants a le plus augmenté. Donc il y a quand même un grave problème. Bien sûr, mais c'est une interrogation que je formule à l'égard de Madame la secrétaire générale. J'ai le triste privilège de l'âge et je peux dire que depuis à peu près 60 ans, je n'ai jamais entendu un syndicat enseignant dire que ça allait bien. Je n'ai entendu depuis 60 ans qu'un monde de l'éducation qui se plaignait, qui dénonçait, qui considérait que ça n'allait pas. Alors je lui pose la question, est-ce que ce pessimisme structurel n'est pas le signe d'une forme de découragement permanent et qui ne permet pas de progresser ? Sophie Vénétité. Alors, je vous rassure, on est capable de reconnaître quand les choses avancent, quand il y a des décisions qui sont prises et qui vont dans le bon sens. On a fini par arracher, il y a quelques mois, le fait que les épreuves du baccalauréat aient finalement bien lieu au mois de juin et pas au mois de mars, parce qu'on avait vu l'année dernière tous les problèmes qui étaient posés, notamment des élèves qui arrêtaient complètement de travailler au 3e trimestre. On a finalement obtenu que ces épreuves se passent au mois de juin et on est capable de le dire et de le reconnaître. Après, c'est vrai que ce qui est frappant, moi je n'enseigne pas depuis 70 ans, j'enseigne depuis 15 ans, mais ce que je constate, c'est que depuis au moins 15 ans, à chaque fois qu'en tant qu'enseignant, en tant qu'organisation syndicale, on peut tirer la sonnette d'alarme sur quelque chose, notre parole, la parole des enseignants, la parole des syndicats est complètement, et ça arrive bien souvent, balayée d'un revers de la main. Là, par exemple, on dit il y a un problème de recrutement, on n'a pas assez de professeurs, on a trop d'élèves dans les classes. La France a le record d'Europe des classes les plus chargées en collège. Et qu'est-ce qu'on nous répond ? On nous répond Jean-Michel Blanquer nous dit ah oui, vous êtes des ventilateurs à angoisse. On nous dit non, c'est pas vrai, ou alors on nous parle d'autre chose. Donc, à un moment, la réalité que vous vivez au quotidien, c'est des classes surchargées, des classes à 30, 35, voire plus, que vous n'arrivez pas à faire votre métier parce que vraiment le quotidien est extrêmement difficile et que les différents ministres qui se sont succédés vous disent « Ah, c'est pas vrai » ou alors « Je vais vous parler de la couleur du ciel », effectivement, c'est assez décourageant, c'est assez plombant et ça donne pas une atmosphère qui est propice finalement à avancer, tout simplement parce qu'on est méprisé. Et ça, c'est pas normal qu'aujourd'hui, l'éducation nationale et le monde de l'éducation soient ainsi méprisés.
Françoise de Gois. Je redis à mon ami Philippe Bilger que c'est vraiment de la mauvaise foi à l'état pur, parce que en plus, j'aimerais... Non, mais je sais très bien qu'est-ce qu'il y a derrière la réflexion de Philippe, c'est que la droite française et l'extrême droite, évidemment, a fortiori, considèrent en gros que l'éducation nationale, c'est un repère de gauchistes qui passent leur vie à se plaindre. Et moi, je suis désolé de vous le dire, je vais dans le sens de ce que dit madame, parce que la réalité, c'est que chaque fois que les profs, et la gauche a fait pareil avec Claude Allègre, hein, je vous signale, il fallait dégraisser le mammouth, c'est honteux, je veux dire, ces gouvernements qui se sont succédés n'ont pas donné les moyens. Moi, j'entends ce que dit Simon, et il a tout à fait raison. Ces fonctions-là, il faudrait qu'elles soient préservées. Il faudrait que les enseignants soient revalorisés d'office, les magistrats, les policiers et la pénitentiaire d'office. C'est ces fonctions-là qui tiennent la société. Et il faudrait aider. Les profs depuis des années demandent des psychologues. Les profs depuis des années demandent des médecins. Bien sûr qu'ils donnent le sentiment de se plaindre, mais ils ont des raisons. Quand vous voyez dans quelles conditions dans certains établissements ils travaillent. Et le deuxième point, mais ça c'est une vraie question, j'en ai marre aussi de cette légende urbaine qui consiste à dire que en réalité, en gros, c'est les élèves issus de l'immigration qui mettraient l'éducation à feu et à sang. J'aimerais bien qu'on en termine avec ce fantasme-là, parce que ce qu'a dit Simon tout à l'heure, en gros, c'est ils n'ont pas la même culture que nous, ils peuvent pas s'adapter. C'est vraiment un peu dégueulasse pour la grande majorité des mômes issus de la diversité qui s'adaptent parfaitement bien, qui sont diplômés et qui bien souvent vont faire les études à l'étranger tellement ils se sentent mal dans les universités françaises. Oui, la qualité de l'élève ne dépend pas de son origine, évidemment. Ce discours qui consiste à apaiser ça au doigt mouillé, parce qu'on dit, on affirme ça comme une vérité, sans chiffres, sans rien, ça m'insupporte. Au-delà de ça, mais qu'elle réponde justement, Sophie Vénétité, vous venez d'entendre, alors il y a cette confrontation entre le monde politique et votre corporation. Est-ce que vous ne pourriez pas aussi nous dépeindre le tableau de ceux que vous rencontrez au quotidien, les parents, les élèves, parce que ça semble quand même pas si simple non plus. Bien évidemment, le quotidien est pas simple, la société change, l'école doit être confrontée à de nombreux défis, alors même que nos conditions d'exercice sont pas faciles. Mais après, c'est vrai qu'on sent vraiment que le fait qu'il n'y ait pas un vaste soutien de l'éducation nationale de la part de tout le monde est parfois un problème. Et on essaye de nous donner des solutions un peu toutes faites. On a beaucoup entendu Gabriel Attal parler d'autorité. Moi, je rappelle quand même quelque chose. L'autorité, ça se décrète pas. L'autorité, c'est pas parce qu'on fait 1m80 et qu'on a une grosse voix que on a de l'autorité. Sinon, moi qui fais 1m58, j'en aurais pas. Or, pourtant, ça se passe très bien dans mes classes. L'autorité, ça se construit en se faisant confiance, en ayant des élèves qui comprennent pourquoi, à certains moments, on est capable de prendre telle ou telle décision et pourquoi, effectivement, des fois, il y a des sanctions, des fois, on avance différemment, etc. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de construire ces relations-là, parce que on n'a pas le temps, parce que la classe elle est surchargée, parce qu'on a 10 000 choses à gérer, parce que quand vous n'êtes pas en train d'essayer de trouver un médecin scolaire, une infirmière scolaire, il faut faire attention parce que la fenêtre est en train de tomber sur la tête d'un élève. Donc oui, les relations elles sont pas forcément très simples, mais on manque en fait d'appui et de collectif pour gérer tout ça. Aujourd'hui, pour gérer les élèves, pour avancer avec les élèves et les familles, on aurait besoin de travailler en équipe. Sauf quand vous n'avez pas d'infirmière, vous n'avez pas de psychologue de l'éducation nationale, que moi j'enseigne en lycée, que vous avez la moitié de votre équipe dans votre classe qui est pas remplacée, effectivement, c'est plus compliqué que si on était capable d'être ensemble face aux familles et aux élèves. Abel Boïs, ce qu'on entend, c'est que finalement, c'est même presque un problème de solidarité. Bien entendu, mais l'éducation nationale fait partie de ces mammouths malades de la société. Et en réalité, le corps professoral reste le dernier rempart humain pour la réussite à la transmission des savoirs. Ce qu'il est très important aussi de voir, c'est qu'en plus du manque de soutien, le manque d'attractivité, c'est-à-dire que la manière dont fonctionne cette grosse usine, parce que l'éducation nationale fonctionne comme une usine, il y a besoin d'un changement de logiciel vraiment profond, on n'a pas pris en compte pendant des décennies que tous les enfants n'avaient pas la même intelligence. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a des enfants qui ont une intelligence théorique, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester 8-10 heures assis sur une table et apprendre. Et vous avez des enfants qui ont une intelligence pratique, qui ont besoin d'activités. Je suis pas sûr que ce soit la solution. Moi, je préconise plutôt une indépendance des établissements scolaires dès l'école primaire, ou même si vous avez un canevas programmatique de l'éducation nationale, qu'on puisse laisser un petit peu la folie dans le bon sens, l'originalité du chef d'établissement, des professeurs pour pouvoir transmettre ces savoirs, justement. Et aujourd'hui, on le voit quand vous avez un ou une chef d'établissement, quand vous avez
un professeur qui essaie des fois de faire venir des associations, qui essaie de faire venir des acteurs sociaux pour enrichir le cursus scolaire de l'établissement, des fois il y a des barrières parce qu'il faut l'agrément éducation nationale, sinon on estime que vous n'êtes pas assez bon. Des fois vous essayez de mettre des activités, c'est votre hiérarchie qui vous met un stop, donc ce n'est pas évident. Je pense que vraiment faut laisser l'originalité humaine vraiment se manifester, et cette originalité ne pourra être manifestée que par le corps professoral à qui il faut faire plus confiance. Merci. Merci à tous les trois et merci à vous Sophie Vénétité. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat SNEF-FSU. Vous revenez quand vous voulez, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Et bon courage, du coup, alors. Merci. On joue, nous, c'est ça ouais, c'est ça. Est-ce que vous croyez que je vais réussir à le dire aujourd'hui oui, moi j'ai complètement confiance. Ah oui. Qui c'est qui l'a dit? Oui, voilà. Dans un instant. Les vraies voix qui sont avec vous ce soir sont Philippe Bilger, Françoise Degois et Abel Boilly. Êtes-vous prêts? Vous êtes prêts à jouer? C'est le moment le plus important. Attention, il doit être fort, lui. Et puis 0826 300 300 quand vous avez envie de jouer. Simon a l'air bon. Voilà, vous appelez. Attention, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Vous êtes toujours là, Simon? Oui, la star incontestablement, c'est vous, Simon, là maintenant. Ça triche déjà, je vois déjà. Tu montres déjà les réponses. Alors, je les aime, les réponses. Je rappelle le règlement afin que personne ne se plaigne. Nous posons une question, Judith et moi-même. Ça va nous arrêter. Simon répond. Si jamais Simon ne répond pas, alors là, l'une des trois vraies voix se lance et répond. Nous attribuerons les points en toute honnêteté. Et alors, excusez-moi, on répond prénom et nom, s'il vous plaît. Oui. Il m'arnaque à chaque fois. Oui. Non, prénom et nom. Comprenez ce seuil de tolérance. Non, il n'y a pas de seuil de tolérance parce que c'est lui qui en profite tout le temps. C'est parti, Judith, allez, on enchaîne. Simon, vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Allez. Alors, qui c'est qui l'a dit? À l'occasion de l'arrivée de la flamme à Marseille, le J c'est le S, la flamme est arrivée. Qui a dit ça? Mais Simon. Qui a dit ça? C'était d'abord l'auditeur. Simon, qui a dit ça? Il l'a dit. C'est pas la bonne réponse. Attal. C'est Jules. C'est Attal. Mais c'est Jules. Alors, donc Simon, vous n'aviez pas la réponse, s'il vous plaît. Essayez de vous discipliner. J'ai effectivement entendu donc la réponse de Philippe Bilger. C'est bien Gabriel Attal qui salue l'invitation du rappeur Jul, parce que c'est l'expression de Jul. C'est le sang qui est devenu un grand classique qui désigne un ami. Donc ça fait pour Philippe Bilger 2 points. 2 points. Dis donc. Question à 1 point. Qui c'est qui l'a dit? Je dirais que c'est un premier rendez-vous. Cette presta de l'Eurovision, on l'a pensé comme ça. On veut que la personne qui regarde soit en immersion avec moi. Simon, répondez, qui a dit ça? Je sais pas. Peut-être. Il parle de le président de la République. Non, il parle d'Eurovision. Non, c'est la chanteuse qui va nous représenter. Alors, je sais pas qui c'est. Simon, vous l'avez pas? On sait pas qui va nous représenter surtout. Ah bon? Si. Non. Mais moi, je m'en souviens pas. Personne ne l'a. C'est un homme, non, qu'il a dit. C'est un homme, oui. Slimane. C'est Slimane, Abel Boilly. Comment vous ne savez même pas Slimane avec sa voix exceptionnelle? Non, je suis déçu, ma Françoise. Je sais, mais parce que je regardais surtout comment était en train de se faire huer de façon lamentable la représentante israélienne. Justement, on va en reparler. Qui c'est qui l'a dit? La liste de la majorité est trop faible pour faire croire à un match avec le RN. Alors, Simon, qui a dit ça? Je dirais que c'est quelqu'un de LR. Oui. Allez-y. François Bellamy. Vous l'avez, Simon. 3 points et vous prenez la tête. Vous prenez la tête. On continue, toujours pour 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, et je veux juste vous remercier d'en faire partie. Qui a dit ça? C'est une grande star. On vous écoute, Simon. Ah, mais je sais. Il y a qu'à moi. Non. Taylor Swift. Bravo. Taylor Swift, Françoise Degois qui prend 3 points. Les gens sont à égalité. Tout va se jouer donc là-dessus. C'est le money time. Dernière question. Tout se joue là-dessus. Qui c'est qui l'a dit? Des civils ont été tués à Gaza à cause de ces bombes. C'est mal. Nous ne livrerons pas les armes et les obus d'artillerie qui ont été... Alors Simon, qui a dit ça? Simon, qui a dit ça? C'est un représentant des États-Unis, mais... Alors, allez-y. C'est qui? Joe Biden. Vous avez gagné, Simon. Vous êtes le grand vainqueur ce soir, Simon. Bravo.
Bravo. Et je peux vous dire que les 3 vraies voix l'avaient, évidemment. Bravo, je vous aime, les 3 vraies voix. Vous avez su respecter le règlement. Franchement, vous me touchez ce soir. Non, mais comment je me suis dit, mais comment vous pouvez le supporter comme ça tous les jours. C'est dingue. Ah là là. 0826 300 300 si vous voulez jouer, vous nous appelez, vous le savez, Kiki c'est qui c'est l'a dit et tout ça. Voilà. Qui c'est que ça? Et puis, dans pas longtemps, ça va être le tour de table de nos vraies voix. Et puis vous avez la parole avec Félix Mathieu, à tout de suite. Alors quand même, on tient à le dire, hein, Frédéric Brindel, il y a une info qui vous fait carrément grimper au rideau. Oui, alors, comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, l'Eurovision s'émerveille de ce défilé arc-en-ciel chaque année. Un Autrichien brun et barbu, un Suédois né au Congo, un Lituanien anglophone, un Italien imberbe aux ongles peints, une Ukrainienne rappant pour son mari mobilisé sur le front. Les prestations datent d'un autre temps, déclenchent les sourires condescendants des artistes accomplis. Mais chaque année, l'Europe chante le concours Eurovision de la chanson, on danse et c'est beau. Alléluia, la olam, alléluia, yashirukulam. Je traduis, chantons cette chanson, suivons. C'était le message des vainqueurs israéliens en 1979. Depuis hier, Mathilde Panot, la présidente de LFI, demande l'exclusion d'Israël du concours qui se tiendra samedi soir. Entre les lignes, j'entends « Ne chantez pas artiste, car vous avez la nationalité que je combats, car vos couleurs détonnent. Vous vous êtes préparés pour le spectacle, mais à 2 jours d'entrée sur scène, je vous censure. L'Europe va-t-elle se soumettre, tomber dans le panneau? Non, résistons. Créons un parti qu'on baptiserait l'Eurovision Insoumise, où tous les chanteurs pourraient se produire librement. Et sinon, on peut quand même lui dire qu'il y a des cerveaux en vente. Pardon, j'avais envie de la dire, excusez-moi. Il y a Philippe Bilger avec nous, les vraies voix, et Françoise Degois et Abel Boyer. On commence par vous, Philippe Bilger, votre réaction. Pardon, c'était tellement absurde. Je veux dire, pas votre point. Oui, j'avais bien entendu. On peut le dire. Non, mais je crois qu'elle avait même dit qu'elle préférait que la chanteuse israélienne soit exclue plutôt que d'avoir un faible score aux européennes. Ouais. Non, c'est de la haine à l'état pur. C'est scandaleux. On ne devrait même pas, d'une certaine manière, être contraint d'argumenter là-dessus, parce que le paradoxe des bêtises énormes, c'est qu'elles sont parfois plus difficiles à contredire que les imbécilités acceptables. Mais pour tout dire, je me suis posé la question, mais je voulais aussi, à travers ça, faire un petit clin d'œil à l'Eurovision de la chanson. Vous connaissez mon amour pour la musique. Voilà, vous avez très bien fait. Eden Golan, hier, elle a passé son après-midi de répétition à être insultée par une partie du public. On a vu les images, avec des drapeaux palestiniens. Ouais, c'est Mathilde Panot, c'est d'un cynisme absolu. Elle sait très bien ce que ça va provoquer. C'est de la haine, effectivement. Elle lui colle une cible sur le dos, quoi. Vous collez une cible sur le dos, alors que la chanson a été remaniée plein de fois justement pour choquer personne. Moi, je suis très inquiète parce que je me rends compte en plus que cette stratégie de LFI, elle ne ramène rien électoralement, mais en réalité, quand vous regardez le dernier rolling qui est sorti aujourd'hui, IFOP, sur les conversations, de quoi ont parlé les gens, eh bien, les gens parlent de ça, parlent du blocage des universités, c'est-à-dire que ça crée des valeurs en négatif. Et je rejoins Philippe sur l'idée qu'il est extrêmement difficile de se dépatouiller de cette stratégie abrasive, mortifère, parce qu'elle a envahi tout le débat public, mais quand même, vous avez bien fait de faire votre coup de gueule là-dessus. C'est une honte. Vraiment, honnêtement, moi, je fais partie des gens qui ont soutenu Mélenchon jusqu'en 2022. J'ai voté pour lui au premier tour parce que je pense que c'était le meilleur socialement. Mais Dieu me garde, même si je ne crois pas en Dieu, plus jamais. Voilà, plus jamais pour tout ça. Parce que c'est un calcul pur et cynique électoral. Et ça, c'est insupportable. Mais en plus, c'est dangereux. On est vraiment dans l'hystérie mortifère parce que cet artiste... Est-ce qu'il y a écrit sur son front qu'elle soutient le gouvernement israélien? Pas du tout. On n'en sait rien en réalité. Donc on est dans ce manque de nuances justement où il faut faire la différence entre le politique et les peuples en réalité. Et il est clair que ce Israël bashing, qui est un juif bashing au final, qui ne dit pas son nom, est honteux tout simplement. Et faut qu'au niveau des urnes, on puisse mettre vraiment, excusez-moi l'expression, une grande baffe à LFI, parce que là, ils dépassent les limites. C'est pas possible. Très haut dans les sondages. Ouais, mais justement, c'est encore trop haut parce que je suis d'accord avec Félix Abel. Non, on monte pas, il stagne à 8. Mais vous avez vu en plus la stratégie, c'est que d'un côté on tape sur Israël et de l'autre, Rima Hassan, sa dernière déclaration, eh bien Israël fait aux Palestiniens ce que la France a fait en Algérie. Et donc là,
c'est vraiment la volonté de créer le chaos. C'est vraiment la volonté de fracturer les esprits. Je ne pensais pas un jour revoir ça. Ça, c'est du trotskisme à l'état pur. C'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Bon, eh bien, on change de sujet un petit peu. Vous avez la parole si vous avez envie de nous raconter votre quotidien, vos nouvelles, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Félix Mathieu vous écoute. Alors, Félix, aujourd'hui, vous allez parler du rassemblement annuel des amateurs de Citroën 2 chevaux. Oui, le rassemblement national. Sur YouTube, regardez, c'est magnifique. On a emmené nos 2 chevaux miniatures pour cette occasion. Ah, on les entend même. C'est celle du Cornio, ça, avec Louis de Funès. Oui, ça fait toujours plaisir. Ce bruit-là, je suis assez vieille pour ça. Oui, elle va mieux marcher. Le rassemblement national. Et Bourvil dedans. Avec Bourvil, exactement. Bourvil qui se fait emboutir sa 2 chevaux par Louis de Funès. Bon, on en parle parce qu'en ce moment, il y a le Rassemblement national des 2 chevaux club de France. C'est à Brazé-en-Plaine, en Côte d'Or, depuis hier et jusqu'à dimanche. La 2 chevaux, on est en ligne avec le président de l'association, justement, pour en parler, l'association des 2 chevaux club de France. Bonsoir, Marc Bocquenet. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio dans les vraies voix pour en parler. Vous êtes d'ailleurs aussi président du 2 chevaux club du Vivarais. Alors, qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce qu'on fait pendant 5 jours comme ça dans un rassemblement national de fans de Dodoche? Alors, on se rencontre entre amis. C'est l'essentiel. On échange, on se revoit. Vous savez, il y a des vraies amitiés qui naissent autour de cette voiture-là. Et puis on célèbre tout ça avec des animations. On met en avant, l'organisateur met en avant des associations régionales. On découvre des régions, puisque bien souvent on reste la semaine complète. Et donc en amont de la nationale, de la rencontre, on en profite pour visiter la région. Et voilà, c'est la fête, quoi. Et sur place, il y a des animations, il y a évidemment une zone commerciale, on en profite pour remettre un petit peu à niveau sa voiture, acheter des accessoires, puis c'est une rencontre entre amis. Alors quand le sujet vient juste après ce qu'on vient d'entendre précédemment, je peux vous dire qu'on est dans une autre planète quand même. Oui, on vous confirme. C'est vraiment très bien, je peux vous dire. Ouais, c'est vraiment très bien. Ah, c'est sûr que c'est beaucoup plus léger. Est-ce qu'il y en a qui viennent avec des 2 chevaux électrifiés? C'est un truc un peu à la mode, ça, on en entend parler? Ouais, on en entend parler. Il y a quelqu'un qui s'est lancé, il y a une entreprise française qui s'est lancée courageusement, je dirais, dans ce domaine-là. Alors, c'est pas inventer un secret de dire que c'est pas très bien perçu par les deux-schistes traditionnels. Ah, c'est un sacrilège. On n'a pas la sensation que c'est la voiture de l'avenir, mais bon, ça existe. Et puis, comme on est plutôt très tolérant dans notre milieu, on n'a pas non plus beaucoup de copains qui roulent avec. C'est pas forcément une voiture avec laquelle on va rouler beaucoup ni souvent. C'est plutôt une auto qui va être dans le garage de la résidence secondaire et qu'on va avoir facilement l'opportunité de mettre en route lorsqu'on arrive en vacances. On va faire petit trajet avec, on va aller chercher le pain, on va se promener un peu, mais c'est pas une voiture de grand kilométrage et de grands déplacements. Françoise de Gouin, passionnée, veut vous poser une question. Bien sûr, parce que ma première voiture a été une Dodge et la deuxième a été une Méhari et la troisième a été une Mini. Vous savez, les vieilles Mini. Donc on a tous fait à peu près, je pense qu'on a fait à peu près le même parcours. Aujourd'hui, pas très loin. Oui, avec les vitesses qu'on a c'était extraordinaire. Et j'entends encore les vitesses craquer. Mais est-ce que, par exemple, c'est aussi un marché? Combien vaut une Dodge aujourd'hui de collection? Alors, vous avez des professionnels. Alors, il y a 2 marchés distincts. Vous avez les professionnels qui réhabilitent et qui reconditionnent, restaurent des 2 chevaux, et ils les vendent en état neuf avec une garantie, bien souvent, de l'ordre de un petit peu au-dessus de 20 000 euros. Ça doit être entre 22 et 24 000 euros. Ah oui, ça, c'est une 2 chevaux berline. La Méhari est un petit peu moins chère, mais à peine. Et puis après, vous avez des particuliers qui restaurent des voitures, et lorsqu'ils les vendent, une aile de chevaux 6 en bon état, bien restaurée, avec une jolie peinture, etc. C'est une auto qu'on va trouver entre 8 500 et 10 000 euros à peu près. C'est quand même une grosse cote, honnêtement. C'est une somme, oui, parce que quand on regarde le marché de la voiture de collection, pour ces sommes-là, vous avez des voitures un petit peu plus élaborées, mais c'est pas les 2 chevaux. Non, c'est ça. C'est une histoire d'amour, en fait. C'est dingue. Oui, complètement. Ah, mais absolument. Et je vous parlais là moi, j'ai rencontré des tas de gens aujourd'hui qui sont des présidents de club, qui sont des copains, et on se voit depuis des années, dans des moments très courts, et franchement, on se tombe dans les bras, c'est toujours tellement agréable, c'est simple, c'est un milieu qui est simple, qui est tolérant, et qui véhicule de belles valeurs quand même, et je veux dire qu'on y tient tous. Et donc voilà. Bon, et vous saluez pour nous
nous, sœur Marie Cruchotte, qui allait à fond dans la 2 chevaux dans les gendarmes. Merci ma Marc Bockner. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai parfois commencé des réunions en disant 2 chevaux est amour. Et je veux dire que c'est surprenant, mais c'est vrai en fait. Alors je rappelle que vous êtes président de l'association des 2 chevaux Club de France, et président aussi du 2 chevaux Club, du Vivarais. Merci beaucoup Marc Bockner. Je suis plus président du 2 chevaux Club du Dauphiné Vivarais. D'accord. Mais nous voterons pour vous à la prochaine. Allez, 0826 300 300 si vous voulez réagir, vous appelez Sud Radio, vous restez avec nous évidemment. On va revenir avec les vraies voix pour le tour de l'actu. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. Vous êtes avec vos vraies voix du jour, que je vous rappelle, Philippe Bilger, Françoise Degois et Abel Boilly. Ils sont bien tous les trois. Ouais, on les aime bien. Très équilibrés. Et c'est le tour de table de l'actu des vraies voix là tout de suite. Pour moi, mais... Venez à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger, la Russie projette-t-elle, vous posez la question, des crimes et des exactions dans certains pays européens? Oui, j'avais été très intéressé par un article de Marie Mandras sur le site du Point qui indiquait que ça n'était plus seulement des cyberattaques qui étaient à craindre de la part de la Russie, mais de véritables actes de sabotage dans certains pays européens, des attentats à la bombe, des incendies criminels contre des infrastructures. On parlait notamment de l'arrestation de 2 germano-russes qui avaient voulu s'attaquer à des sites militaires, et elle considérait qu'on avait senti cette évolution dramatique et ostentatoirement agressive de la part de Poutine lorsqu'on avait constaté sa réaction après la barbarie du 7 octobre. Non seulement il l'avait pas dénigré, mais il l'avait félicité de manière très provocatrice. Et donc, elle est persuadée qu'il va y avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années, de la part de la Russie, des actes extrêmement graves d'initiative dans les pays européens pour les déstabiliser encore davantage, pour les troubler et pour semer le feu et le sang. Françoise Degois. Oui, il y a quand même une grande tradition de toute façon soviétique avec le KGB d'élimination sur le sol étranger. C'est ça, on sait, on connaît l'histoire. On empoisonne à Londres, on empoisonne à Paris, et je suis absolument persuadé, oui, que nous sommes, en tout cas, dans cette gradation. On est quand même dans un moment où vous avez un certain nombre de puissances. Je pense à la Chine, mais je pense bien sûr à la Russie, qui ont décidé de s'affranchir de tout le droit international et des frontières. À partir du moment où Vladimir Poutine, vous décidez que les frontières de l'Ukraine, c'est pas celles qui vous conviennent, et que les frontières de la Russie sont pas celles qui vous conviennent. Voilà, on peut imaginer absolument tout cela. Je ne serais absolument pas étonné. De toute façon, la Russie est gouvernée c'est devenu un État voyou. C'est une bande de mafieuses en réalité. Il faut jamais se tromper. Qui gouverne la Russie. C'est une bande mafieuse avec le chef de la mafia, ancien chef du KGB, du FSB, c'est Vladimir Poutine, et des oligarques qui fonctionnent de la même manière en réalité. Sur cette dernière déclaration, on a peut-être l'impression quand même qu'il veut ouvrir une pseudo-discussion. Moi, je l'ai entendu dire, là, nous ne voulons pas le Abel Boilly, vous n'y croyez pas? Vladimir Poutine est quelqu'un d'assez particulier, donc bien entendu, je vais dans le sens de ce qui va être dit, mais maintenant, comme tu l'as très bien dit, Françoise, Vladimir Poutine est très à l'écoute de ce qui se dit en Chine aussi, parce qu'il a tout intérêt à ce que la Chine reste un partenaire privilégié. Pour l'instant, la Chine, en tout cas en apparence, n'est pas pour une montée en puissance des tensions. Donc il faut être très vigilant, mais avant d'arriver même aux attaques physiques, je pense que pour le moment, en tout cas, le premier temps, c'est d'être vigilant sur les attaques informatiques, parce que les cyberattaques, les book Telegram et le dark web aussi, sur lesquels nous devons faire très attention, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des influences sur des élections. On sait qu'a priori, François-Xavier Bellamy, si je ne me trompe, a porté plainte parce qu'il y a eu une tentative de piratage
et d'influence néfaste par rapport à sa campagne. Donc nous devons ouvrir l'œil parce que ce n'est pas une petite affaire à laquelle nous faisons face. Je peux rajouter quelque chose, les copains. Vous savez, il y a eu un moment donné, on était très critiques avec Emmanuel Macron. Moi, par exemple, mon compte à moi, qui est quasiment à 100 000, est monté en Parlez d'abonnés, hein, d'abonnés sur X, est monté à 130 000 en 48 heures. Ah oui. J'ai gagné 30 000 followers complètement artificiels à 48 heures, où j'ai un message qui était très sévère sur Macron, sur le combat social, qui a été vu 6 millions de fois. C'est impossible, si vous voulez, sur un ça. Et on a bien vu que tous ces followers étaient des bots, en réalité, des bots russes, en réalité, en tout cas peu aimables avec la France. C'est une façon aussi d'amplifier les conflits sociaux. Et comme par hasard, tout a reflué. Et quand c'était terminé, en 3 jours, j'ai reperdu 30 000 followers. Alors justement, pour continuer sur un thème similaire, Françoise de Gois, vous vouliez nous parler de la honte d'envoyer notre ambassadeur à Moscou pour les cérémonies officielles d'investiture de Poutine. Qu'est-ce qu'on veut dire? On cherche quoi? Nous sommes la seule nation, en fait, à l'avoir fait. Hein. Absolument. Nous sommes la seule nation européenne, avec la Serbie et la Hongrie, à l'avoir fait. Je ne comprends pas ce que veut Emmanuel Macron. En réalité, Pierre Lévy est un super diplomate. Vraiment, il n'y a rien à dire sur Pierre Lévy, notre ambassadeur à Moscou, qui d'ailleurs devait quitter son poste en 2022. Il a été convenu qu'il devait rester, dans la mesure où les grands pays n'ont pas fermé leurs ambassades, c'est pas le sujet. Mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche? Les États-Unis n'ont pas envoyé de représentants. On ne peut pas d'un côté parler des troupes au sol, parler des troupes au sol, et de l'autre faire comme si de rien n'était. Alors bien sûr qu'on nous explique qu'il n'était pas à la table d'honneur, c'est l'ambiguïté, la fameuse ambiguïté stratégique, mais à force d'être ambigu stratégiquement, on ne comprend plus rien en réalité. Qu'est-ce que vous envoyez comme signal, même à l'égard des autres l'Allemagne n'a pas envoyé son représentant aux cérémonies d'investiture, l'Italie n'a pas envoyé son représentant, et d'un seul coup vous avez Macron qui met l'Europe à feu et à sang avec ses déclarations au nom de l'ambiguïté stratégique. On se fâche quasiment avec tout le monde, on met un mal fou à se réconcilier, et quand il s'agit, si vous voulez, de la chose la plus importante, c'est l'investiture officielle, d'un seul coup nous voilà bons élèves, on envoie Pierre Lévy, notre ambassadeur qui obéit aux ordres, hein, et les Italiens, toutes les grandes puissances européennes refluent. Ça n'a... Juste un mot, Françoise, vous confirmez donc France, Hongrie et Serbie. Oui. Il se trouve que ce sont les 3 pays qui ont été visités par Xi Jinping. Y a-t-il un lien? Bien sûr, j'allais y venir, vous êtes malin, bien sûr. Xi Jinping, il est charmant. Officiellement, Xi Jinping ne nous veut pas de mal. Et la Chine, on connaît la Chine, la puissance d'équilibre. Oui, la réalité, vous allez voir la puissance d'équilibre dans la zone Indo-Pacifique, comment on va la manger. Et on est quand même, nous sommes véritablement sous la menace, véritablement, de ces empires, du retour des empires, mais je le dis vraiment, du retour des empires. Nous ne pouvons pas être, comment dirais-je, nous ne pouvons pas faire l'essuie-glace avec ces gens-là. Ça n'est pas possible. Nous devons avoir des relations diplomatiques, évidemment, avec la Chine, qui pour le moment nous a pas agressés du tout, mais nous ne pouvons pas donner ce sentiment de papillonner. Voilà. Moi, je trouve que c'est une faute vraiment. Et puis surtout, majeure. Quand on fait de la politique, on sait qu'Emmanuel Macron, ça sera un excellent joueur de poker, en fait. Il aime parier. Et l'impression que ça donne, c'est de se dire, on continue d'échanger de façon sournoise avec la Russie, puisque la diplomatie française est en contact avec la diplomatie russe, on le sait très bien. Comme ça, dans une hypothétique sortie positive du conflit ukrainien, la France passerait pour le pays occidental qui aurait été le moins été en conflit. Et je trouve que c'est un jeu qui est très dangereux, parce que d'un côté, il y a les déclarations, comme ça a été dit. Oui, mais bien sûr, c'est une partie qui est perdue d'avance, mais il est en train de s'aventurer vers un truc comme ça, parce qu'il ne peut pas y avoir autant d'ambivalence si ce n'est pas fait exprès. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui est quand même très intelligent, très cultivé, indépendamment du fait qu'on y adhère ou pas. Donc je pense que c'est un jeu extrêmement dangereux, et la France peut être la grande perdante à la fin. Vous savez, moi je pense que c'est profondément narcissique de la part d'Emmanuel Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron veut un jour être le Bill Clinton de Arafat, et Rabin en train de se serrer la main, mais ça il n'y arrivera jamais, c'est déjà terminé. En même temps, est-ce qu'il ne cherche pas à ménager, si étroite qu'elle soit, la porte d'une éventuelle négociation un jour. Moi, je veux dire, ça n'est pas complètement contradictoire. La volonté d'être sévère, vous l'avez dit, et en même temps le respect d'un formalisme qui n'engage pas profondément les convictions. Philippe, moi je suis désolé. Quand vous envoyez... Non, Philippe, quand vous envoyez un ambassadeur, ça a un sens dans la diplomatie internationale. Ça veut dire que vous reconnaissez la personne qui est investie et la légitimité. J'aurais dit ça d'Emmanuel Macron, j'étais assez seul à le défendre au début.
faut parler à Poutine. Ce n'est plus le temps de ça, en réalité. Allez, on va vous retrouver pour les vraies voix dans un très instant. rapidement, vous allez nous parler de quoi? Parce que on va vous entendre dans un instant. Alors, c'est le fait qu'Emmanuel Macron ait évoqué le devoir de visite paternelle. D'accord. Allez, très intéressant. Allez, aussi. vous n'oubliez pas aussi notre coup de projecteur à 18h40. On vous pose la question, vous sentez-vous concerné par les élections européennes? Vous votez c'est dans un mois sur pile. Twitter. Voilà, et puis vous nous appelez au 0826. Frédéric Brindel, Judith Belair. Le tour de table de l'actu des vraies voix, ça continue. Nos vraies voix de ce soir, ce sont Philippe Bilger, Françoise Degois et Abel Boilly. Justement, Abel Boilly, votre tour de table. Alors, revenons sur ce devoir de visite du père, évocation habile ou maladroite de la part du président de la République. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup auprès des jeunes. On sait que la problématique de l'absence du père est un réel problème dans la société. On voit que le gouvernement semble s'être réveillé sur ce sujet depuis les émeutes suite à la mort de Naël en juillet dernier. Et déjà, il y a un débat qui a été très mal posé à la base entre les familles monoparentales et les autres familles. Aujourd'hui, quand on parle d'une réflexion sur le devoir de visite du père, il y a tellement de multiplicité de cas que c'est extrêmement maladroit d'en parler comme ça. Si on parle de devoir, c'est-à-dire que l'on parle de sanctions en cas de devoir non accompli. Et quand on parle de visite du père, c'est quel père? C'est lorsqu'il y a un divorce pour incompatibilité d'humeur, c'est lorsque le père a été violent avec la mère et que la mère ne veut plus entendre parler du père, c'est lorsque le père a eu, excusez-moi l'expression, des actes incestueux sur l'enfant et que pareil la mère protège, c'est lorsque vous avez un jeune de 20 ans qui aime sortir avec des filles de 13-14 ans, les mettre enceintes et puis prendre la fuite. Il y a tellement de multiplicité de cas. Et quid des enfants nés d'un viol, qu'est-ce que l'on fait? Et mon propos n'est pas de dire que tous les hommes sont méchants et que toutes les femmes sont des anges, il y a des pères désenfantés aussi. Donc comment est-ce que l'État va pouvoir mettre en place ce devoir de visite du père? Moi, j'aurais préféré qu'il parle de façon plus globale d'une réflexion justement sur l'état de la parentalité aujourd'hui et qu'à la limite ce sujet soit un sujet, on peut pas le présenter comme ça. Et effectivement, Emmanuel Macron, il est spécialiste dans quoi? Pourquoi je parlais de joueur de poker? Il balance l'idée comme ça, il va voir comment ça va réagir dans l'opinion publique et après il va certainement monter une commission ou un énième Grenelle pour réfléchir à ce devoir de visite. Mais je trouve que c'est extrêmement maladroit parce qu'il y a tellement de casse autour de ce sujet qu'il faut l'aborder avec le plus de précaution à mon avis. On ne peut être que d'accord, les vraies voix. Moi, j'ai l'impression, non? Il est tellement spécialiste de la chose. Moi, c'est un régal de l'écouter parce que je pense qu'il est fondé sur l'expérience. Pour tout dire, vous avez mis des bons mots. Je suis assez gêné, moi, par cette idée de droit, de devoir. Je suis assez gêné. Cette volonté de devoir montrer qu'on a de l'autorité, en fait. Voilà, mais vous l'avez parfaitement pour une fois, je l'ai défendu. Emmanuel Macron, j'ai bien conscience que d'abord, il exclut évidemment tous les problèmes financiers. Mais je me demande si chez lui, là, il n'y a pas quelque chose qui relève pour une fois d'une heureuse provocation en disant, au fond, ce monde est imparfait, les pères la plupart du temps, abandonnent leurs responsabilités et un président ne supporte pas cette imperfection du monde et son immoralité. Et j'y ai vu une manière d'agiter le marais, de bousculer peut-être des consciences un peu amorphes, et j'ai pas trouvé ça absurde. Vous imaginez une mère, justement, qui est en train de fuir l'emprise, justement, du père de son enfant, parce que peut-être à 8 mois de grossesse, elle s'est faite pousser dans les escaliers, elle s'est faite casser le bassin, elle s'est faite casser le nez, et qui ne veut plus entendre parler, justement, du père de l'enfant, et qui est en train de réfléchir, justement, il va y avoir un devoir de visite, et qui se dit peut-être que cet homme, il va recommencer à avoir de l'emprise sur moi, parce qu'il y aurait ce devoir de visite. Soit que le président ne l'a pas dit. Mais évidemment qu'il ne l'a pas dit. Mais c'est pour ça que je dis que cette formulation-là n'est pas bonne. Il fallait parler justement de façon globale de l'état de la parentalité en France aujourd'hui. Le devoir des pères, d'assumer leur responsabilité. Je ne parle pas des pères qui sont désenfantés, parce qu'il y a des pères qui souffrent aussi. Moi, je suis très choqué par cette idée de devoir, parce que ça donne en plus le sentiment, si vous voulez, que vous vous immiscez. C'est encore très cadré. Vous dites, vous mettez de la nuance. Non,
pas du tout. Il inscrit dans l'égalité homme-femme. Je continue, je réponds à ce que vous dites, parce que je pense que tout ça procède de la communication absurde, ne va pas plus loin, et en plus de ça, moi je suis extrêmement gêné. Emmanuel Macron, il aurait eu tout intérêt à commencer par dire moi-même qui ne suis pas père et qui est toujours refusé de l'être, parce que c'est ce qu'il a, il a assumé le fait qu'il ne voulait pas être père. Hein, il l'a assumé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compétent pour en parler. Entendez-moi bien, je n'ai pas dit ça, mais je pense que vous lui prêtez une vraie sincérité. Moi, je pense que la sincérité eût été totale s'il avait dit voilà, moi, je ne connais pas. Imaginez d'où parle-t-on, c'est ce que disait cette humilité à laquelle on revient. Gilbert disait toujours d'où parle-t-on. Et à partir du moment où vous êtes un président de la République, vous avez une obligation de maîtriser la nuance. On entend votre passion, mais pour ce tour de table. Voilà, c'était très intéressant. Ouais. Dans un instant, notre grand débat du jour, les élections européennes se tiennent le 9 juin, c'est-à-dire là, dans pas longtemps. Dans un mois, jour pour jour. Voilà. Selon un sondage IFOP, 46% des sondés ressentent de l'inquiétude envers l'Europe. Et vous, alors qu'en pensez-vous? On vous pose la question sur Twitter. Est-ce que vous vous sentez concerné par les élections européennes? Ce à quoi vous nous répondez oui à 70%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, Frédéric. Oui, vous nous parlerez vrai au 0826 300 300. Nous aurons un spécialiste, Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes, ancien directeur de l'Institut Jacques Delors et enseignant au corps des mines, qui est avec nous. Bonsoir Yves Bertoncini. Juste un mot, elles sont si compliquées à comprendre que cela, les élections européennes qui arrivent dans un mois jour pour jour? Non, il s'agit d'élire ceux qui nous représenteront directement au Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles, au même titre que nos ministres et notre chef d'État qui, lui, le fait dans le cadre du Conseil européen. Nous avons donc toutes les raisons de nous y intéresser. C'est la question qu'on vous pose. On en parle dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Je vous rappelle nos trois vraies voix du jour. Philippe Bilger, qui est président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb. Et Abel Boilly, président de l'association Français Tous Uniques et Tous Unis et auteur de l'ouvrage Qu'est-ce qu'être français aux éditions Publish Room. Allez, c'est parti pour le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les citoyens français sont appelés aux urnes pour les élections européennes qui se dérouleront le dimanche 9 juin. Selon un sondage IFOP, à la question parmi les qualificatifs suivants, colère, inquiétude, indifférence, optimisme et confiance, lequel qualifie le mieux votre état d'esprit à l'égard de l'Europe? 46% des sondés répondent l'inquiétude. Sur les 60 ans de construction européenne, 43% jugent qu'il y a des effets plutôt positifs, 38% des effets plutôt négatifs et 19% qu'il n'y a vraiment pas eu d'effet. Cependant, 59% des Français se disent fiers d'être européen, et même si le chiffre décline, il était de 63% en 2021. Alors la question, elle vous est posée. Nous sommes dans la journée de l'Europe aujourd'hui précisément, et c'est le hashtag du jour. Vous sentez-vous concerné par les élections européennes? Elles arrivent dans un mois jour pour jour. Parlons vrai. Maîtrisez-vous le fonctionnement du scrutin? Connaissez-vous les grandes familles politiques européennes? Savez-vous déjà pour qui allez-vous voter? Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes, est avec nous. Nous l'avons salué, nous le resaluons, et je vous réexplique le principe. Un petit tour de table pour savoir ce que nos vraies voix se ressentent, et puis vous intervenez bien sûr. Les vraies voix, je rappelle la question, vous sentez-vous concerné par les élections européennes? Il y a une réponse déjà. Ça monte, oui, vous êtes concerné, et ça c'est une bonne nouvelle, chers auditeurs, à 71%. Ça monte tout doucement. Ça nous plaît. Alors, bien sûr, je me sens concerné par les élections européennes, mais pour dire la vérité, sur le plan de l'Europe elle-même, je me sens investi par une pensée un peu sommaire. Au fond, j'ai l'impression que le rêve européen est derrière nous, et je suis plutôt intéressé par l'Europe sur le plan de la dénonciation modeste que je peux opérer à mon niveau. Je rêve d'une autre Europe, mais je serais incapable de me pencher techniquement sur
sur ces processus et les réformes immédiates qu'il faudrait accomplir. Et la seconde observation, c'est que je me sens comme une majorité de Français qui va servir des élections européennes pour faire passer un message national, puisque j'ai constaté que à 40% on s'intéressait véritablement à l'Europe et que 55%, je crois, vont servir des élections européennes pour faire passer un message qu'ils n'ont peut-être pas eu le droit de faire passer avant. Se servir en fait de l'Europe pour faire passer des messages au national. C'est plus nuancé parce que ce qui fait le gros des troupes, c'est tout l'électorat qui va voter Jordan Bardella, parce que pour les vrais électorats européens, par exemple, c'est beaucoup plus haut. 70% des électeurs de Glucksmann votent pour les questions européennes. 70% des électeurs de Valérie Ayé votent parce que ça les intéresse, les élections européennes. Idem pour François-Xavier Bellamy. Donc, c'est pas une masse comme ça. Moi, je suis très contente parce que c'est la première fois qu'on a un taux de participation donné par notre rolling IFOP ce soir à 47,5. C'est énorme à un mois du scrutin. On se rend même pas compte. C'est pas si mal. Je pense que les gens sont en train de comprendre probablement qu'il y a un enjeu avec le Parlement. Le Parlement doit gagner plus de pouvoir, mais il peut aussi, comment dirais-je, moi ça m'intéresserait qu'il bascule à gauche, ça me paraît compliqué, mais à 30 ou 40 sièges, c'est possible. Et je pense quand même que cette question de l'Europe, ce qui me fait très plaisir, c'est de voir quand même que quoi qu'il advienne, et c'est pour ça d'ailleurs que l'extrême droite a changé tout son discours et ne parle plus de sortir d'Europe, parce que la réalité, c'est que les seuils, Judith, les taux dont vous avez parlé là dans votre introduction, eh bien, ils se retrouvent dans toute l'Europe globalement, en majorité. Les Européens sont fiers d'être européens. Et ça, c'est ce qui fait reculer encore et toujours les europhobes et les eurosceptiques. Voilà pourquoi Marine Le Pen a rangé son Brexit dans sa poche et toute l'extrême droite européenne. Parce que quand on est européen, on est quand même globalement fier de l'être. Et avant de retrouver notre spécialiste, Abel Boilly, donc. Alors, à la fois, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je suis un petit peu plus pessimiste quand même. Pourquoi ? Autre citation, Simone de Beauvoir, qui disait « Il est important d'élever les gens au niveau de la culture et de ne pas laisser la culture baisser au niveau des gens ». Je pense que les politiques ont failli en ce qui concerne la transmission de la culture européenne. Sur le terrain, je vois beaucoup de gens qui peuvent se plaindre que pendant tout le mandat, ils n'ont jamais vu leurs députés européens et que les gens, entre guillemets, se repointent parce qu'il y a les élections. Et lorsqu'il y a des débats autour de l'Europe, regardez comment le débat, il est hystérique parce que souvent, il tourne autour des flux migratoires. Et là, il y a eu une évolution dans le débat parce qu'il y a eu la crise agricole, justement, où là, beaucoup de Français se sont rendus compte des contraintes européennes, en fait, qui brimaient notre corps agricole. Qui nous protègent aussi. Oui, mais bien sûr que ça nous protège, mais tous les Français ne s'en rendent pas compte. Il y a cette fierté, mais comme a dit monsieur, il y a ce côté où on est concerné, mais on a une appréciation très sommaire de la chose. Oui, effectivement. Et je pense que beaucoup de Français sont comme ça. Et dernier point, l'Europe participe à beaucoup de financements d'infrastructures aussi dans nos municipalités. Quand, par exemple, dans une commune, vous avez une bibliothèque qui est construite. Mais l'Europe peut participer, mais qu'est-ce qui se passe souvent ? Vous avez le maire, le département, la région qui veulent s'attribuer la paternité du projet. Et donc, l'investissement européen peut se retrouver totalement... Il ne faut pas prendre les Français pour des andouilles. Le débat de 2005 sur la Constitution européenne, c'est celui qui... Nous avons Yves Bertoncini, qui va répondre. Et avant, je vous donne quelques repères. Intention de vote pour le RN avec Jordan Bardella, 31,5%. Renaissance avec Valérie Ayé, 16,5%. Place publique, le PS avec Raphaël Glucksmann, on a 13%. La LFI avec Manon Aubry, 8,5%. Et les Républicains, 8%. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres listes, évidemment. Yves Bertoncini, est-ce que c'est un petit peu la même carte politique dans l'ensemble des pays ? Il y a déjà beaucoup de listes, on ne sait plus pour qui voter exactement. On a quand même l'impression que c'est pas aussi lisible que cela. Alors, il y a beaucoup de listes un peu partout parce que pour l'Europe, pour les élections européennes, c'est la proportionnelle qui s'impose, ce qui est une exception en France. Nous, on a plutôt un scrutin majoritaire. Cette fois-ci, c'est la proportionnelle. Partout en Europe, c'est la proportionnelle. Donc, beaucoup de partis se disputent les suffrages, exactement comme chez nous. La différence avec la France, c'est que en Europe, vous voyez, la Ligue des champions, les grands partis, c'est les conservateurs du Parti populaire européen, CDU, CSU, les Républicains en France, qui font la course en tête et qui vont rester en tête. Et le deuxième groupe, c'est les socialistes et démocrates. Bon, vous voyez bien que chez nous, c'est le contraire, puisque c'est l'extrême droite, suivi des macronistes. L'extrême droite et les macronistes, au niveau européen, ils vont se battre pour la
3e, 4e ou peut-être 5e place. Donc c'est vrai que c'est très atypique la situation française, de même que le fait que... On est vraiment les seuls sur les 27 comme ça, ou il n'y en a pas d'autres qui nous ressemblent? Non, on n'est pas les seuls, mais à ce point-là, avec les deux principaux partis qui ne sont pas les principaux partis européens, oui, on est là un pays très atypique pour ça, puisque les Républicains sont donnés, vous l'avez rappelé, à 8 à peu près, et que les sociodémocrates français, avec Raphaël Glucksmann, font un peu mieux, semble-t-il, mais ils ne seront pas aussi dominants qu'au niveau européen. Alors ensuite, ce qui reste aussi commun, c'est le relatif déficit de participation, mais qui renvoie à un déficit de pouvoir. Vous savez, quand on vote pour les élections fédérales aux États-Unis, même chose en Suisse, il y a 50% de participation à peu près. Pourquoi? Parce que Washington n'a pas tous les pouvoirs. Berne n'a pas tous les pouvoirs. Et c'est vrai que ce sont des élections qui sont importantes, nos compatriotes font bien de s'y intéresser, mais elles sont ultra essentielles, par exemple, pour les agriculteurs et les pêcheurs, parce que eux, ils savent bien que c'est à Bruxelles que ça se joue, et à Strasbourg, mais pour d'autres professions, d'autres secteurs, elles sont un tout petit peu moins importantes, ces élections. Alors, il y a quand même un intérêt, parce que quand on parle de défis géopolitiques, défis sécuritaires, la guerre est à nos portes, les défis climatiques, les défis environnementaux, les défis migratoires, les défis économiques, la concurrence de la Chine, les États-Unis, etc. On voit bien que quand même des décisions qui arrivent du niveau européen vont être prises, ont déjà été prises, bonnes ou mauvaises, et que donc il faut s'en mêler pour la suite. C'est ça, je crois, qui peut expliquer, Françoise de Gaulle a relevé, qu'il y a déjà bien sûr. Une volonté de participation qui est relativement élevée, et on l'avait vu la dernière fois. Deux il y avait un taux de participation. Exactement. Ça avait été une heureuse surprise. Pour les législatives françaises, les deux derniers scrutins. C'est pour ça que je pense, si je peux me permettre de rebondir sur notre ami, c'est que je pense vraiment qu'il y a une maturation qui se fait de la société française. Il y a une maturité qui se fait. Les gens sont en train de prendre conscience que beaucoup de choses se font désormais à l'échelle européenne, et que surtout, il y a, comment dirais-je, un vrai enjeu de pouvoir. Glucksmann, il était à 6, il est aujourd'hui à 13. Croyez bien que 6 députés de différence en France pour l'ensemble de la social-démocratie européenne, ça peut faire basculer complètement le Parlement, la Commission et la présidence. Donc non, il y a un enjeu en plus de ça électoral puissant. Allez, je vous donne encore quelques chiffres sur la composition du Parlement européen actuel par groupe politique. On a 177 places pour la droite conservatrice, 141 pour les sociodémocrates. Quant à la droite nationale et souverainiste, elle est à 68 places, sans compter effectivement l'extrême droite qui fait aussi 59 places. Ils sont coupés en plus. Voilà, c'est ça. Ils s'entendent exactement. Même pas entre eux. Ils s'entendent pas du tout. Mais bon, ils prennent quand même une grosse partie de ce dit Parlement, Philippe Bilger. Il y a les écologistes à 72 aussi. Est-ce qu'il aurait été évitable, à votre avis, que l'hostilité à l'égard d'Emmanuel Macron soit un tel ressort dans l'élection européenne à venir? Alors, si je peux dire là-dessus un mot, c'est que c'est vrai que pour la France, ce sont des élections intermédiaires, comme un peu partout. Mais nous, c'est vraiment intermédiaire, au sens où on n'a pas voté au niveau national depuis 2 ans, et on ne votera plus dans 2 ans, et donc avant dans 2 ans. Les Allemands, par exemple, votent un peu plus régulièrement, ils ont voté dans les Länder, etc. Donc, c'est vrai que je dirais que la dimension intermédiaire et le message national va sans doute être accentué dans notre pays au regard de certains autres de l'Union européenne. Mais honnêtement, l'instrumentalisation, elle se fait aussi en Italie. Giorgia Meloni, qui est plutôt bien dans les sondages, est en train, prend la tête, c'est la seule chef de gouvernement qui prend la tête de la liste en disant « Je vous demande de valider notre politique ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça existe aussi ailleurs qu'en France. Et ça va être sans doute, peut-être, en tout cas si on regarde les sondages, l'un des rares chefs de gouvernement dont la liste va arriver en tête, parce que en France, ça semble quand même très difficile. Et dans les autres pays, y compris l'Allemagne, Olaf Scholz est chancelier, le SPD sera très 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 loin derrière la CDU-CSU qui est donnée à 30%. Et donc c'est vrai que ces élections intermédiaires vont être utilisées par les Français comme à chaque fois un peu, mais que je crois qu'il faut quand même bien avoir en tête que ça donnera un message à l'Europe, parce que si le parti du président qui a un agenda européen très très ambitieux est à moins de 20, ça sera une curiosité en Europe, parce qu'en Allemagne, Scholz, mais il faudra ajouter les écologistes et les libéraux,
à eux trois, les trois partis de la coalition, ils seront largement à 30 ou 40%. Ouais. Allez, le mot de la conclusion, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu. Abel Boilly, allez, en 15 secondes. 15 secondes, je pense aussi qu'il y a un point qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est toujours dans cette hystérisation politique. Dans une partie du débat européen va concerner ce que j'appelle les nationalistes contre les mondialistes. Alors oui, le propos est caricatural, mais c'est une caricature que j'assume, avec un certain nombre d'hommes et de femmes dans les populations qui ont peur d'être considérés comme des cachets effervescents qui auraient vocation à se dissoudre dans l'eau de la mondialisation. Et c'est pour ça qu'on voit ce sorte de rebond, de sursaut des peuples dans pas mal de nations. Donc ça va être intéressant à observer aussi. Dans un mois, jour pour jour, nous allons voter pour les européennes. Et toutes voter, bien sûr. C'était le coup de projecteur des vraies voix. Voilà, merci à tous les trois d'être venus. Je rappelle que Philippe Bilger, vous êtes président de l'Institut de la Parole et auteur de livres propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Françoise Degois, éditeur